Perché l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido. Perché l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Grazie. Merci et bienvenue cet après-midi à cette rencontre libre d'éduquer dans les écoles du monde. C'est le titre. Nous avons invité ces trois responsables de réalité éducative qui viennent de différentes zones géographiques et qui ont été impliqués ces dernières années dans des propositions de recherche et de formation dans les associations italiennes d'ISAL, d'IS, Compagnie des œuvres éducatives, et l'association Le Risque Éducative, qui soutiennent cette rencontre. Je vous présente par leur nom. Luciana Cardarelli vient du Canada. Sœur Teuta Buca nous vient de l'Albanie.
et Hans van Morik Brockman du Royaume-Uni. Je dois dire qu'il s'agit de 3 amis, des personnes qui viennent pour la première fois au meeting et qui sont enthousiastes de cette expérience et de cette rencontre. Et nous profitons de cette surprise pour leur demander de nous surprendre par le récit sincère et authentique de leur expérience. Nous allons leur demander de nous témoigner cet axiome simple, c'est-à-dire que l'éducation est la participation d'une passion pour l'homme, l'homme individuel. Elle exige de la part de l'éducateur une certaine perception de soi comme vocation et une expérience d'identification avec l'autre, d'amour pour sa liberté et de capacité d'initiative attentive et exigeante qui caractérise l'événement formatif. Donc nous avons demandé ces 3 contributions, avant tout pour cerner la valeur de l'éducation comme clé d'un nouveau départ et d'une durabilité sociale. Et puis pour vérifier comment la méthode éducative de Don Giussani dans le risque éducatif aide à affronter les questions sur l'éducation des jeunes actuels, et pour vérifier aussi les potentialités des systèmes et des réseaux éducatifs dans le monde. Je commence à les présenter. Luciana Cardarelli, on entend dans son nom qu'elle est d'origine italienne, même si elle est entièrement canadienne. Elle est coordinatrice des programmes de formation et pour les dirigeants, les chefs d'établissement, dans le Catholic Principals Council à Toronto, dans la province canadienne de l'Ontario. C'est un réseau de 2500 chefs d'établissement d'écoles catholiques de tout niveau. Elle est experte essentiellement dans la formation, le coaching et la gestion des secteurs éducatifs. Elle a des compétences de négociation, de technologie éducative et elle est experte dans le développement des organisations et elle est diplômée à l'Université de Toronto. À chacun de nos invités, je vais poser des questions et nous allons voir comment ils vont nous aider. Luciana, que signifie aujourd'hui coordonner un réseau de plus de 2000 écoles catholiques dans un pays comme l'Ontario et le Canada qui se définit par sa culture laïque? Quels sont les principes inspirateurs de votre réseau d'écoles? Merci. Merci beaucoup. C'est un grand honneur d'être avec vous aujourd'hui. Je vis en Italie. Je suis en Italie depuis le 13 août. Je dois penser juste un moment pour comprendre la langue, mais je peux parler italien. Et j'apprécie beaucoup la dame qui me traduit. Et donc, le discours, je vais le faire en anglais. C'est un grand honneur donc d'être avec vous aujourd'hui. Le conseil de chefs d'établissement de Ontario représente 2500 membres dans toute la province de Ontario. Parce que la population du Canada est de 40 millions de personnes et 7 millions dans la zone de Toronto. Et notre zone est 3 fois l'aire d'Italie. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'exigences différentes. Dans mon rôle, il est très important et très intéressant de faire progresser les formations pour les chefs d'établissement des écoles catholiques pour faire face à des exigences de différentes réalités. Et en Ontario, depuis les années 60, les chefs d'établissement religieux dans nos écoles a été réduite.
Et aujourd'hui, c'est moins de 1% de chefs d'établissement sont religieux. La plupart, en fait, sont laïcs. Donc, il s'agit de nos administrateurs ou de nos professeurs. Le fait de s'engager dans la formation est vraiment important et fondamental. Nous, on est des gens qui apprennent pendant toute la vie, du point de vue pédagogique, mais aussi du point de vue de la foi. Et donc, moi, tout d'abord, je m'engage dans la formation, dans un contexte qui est unique, le contexte d'Ontario où on a 4 secteurs d'instruction financés par le gouvernement. Donc, c'est le milieu catholique public en français et en anglais. Donc, nous, on essaye de faire de notre mieux dans les 4 secteurs. Et l'aspect qui a été toujours constant, pour nous, est l'impératif moral d'essayer de raconter notre histoire comme leader catholique et comme élève catholique avec nos mots et avec nos actions. Et il est fondamental pour nous de nous distinguer d'autres écoles. On a réussi à atteindre cet objectif et en divulguant notre foi dans plusieurs éléments de la communauté. Et cela est vraiment notre histoire. Cela implique aussi l'engagement avec des associations syndicales, des associations professionnelles. Et notre coopération avec aussi, par exemple, le secteur de la santé publique. En conclusion, notre travail est tout d'abord celui de mettre en pratique le principe que Christ nous a enseigné et d'éduquer à travers son exemple en tant que guide des maîtres. Et si je pense à notre inspiration, j'ai 3 mots que j'ai à l'esprit. Donc, le fait de servir, de soutenir et guider. Et pour ce qui concerne le service, il faut être sûr de faire face aux exigences des élèves et de leurs familles. Et dans certains points de vue, c'est un point de vue différent par rapport à ce qu'on est habitué. Mais s'il faut vraiment agir pour nos élèves, au service de nos élèves, il faut s'adresser tout d'abord aux parents des élèves et donc travailler ensemble avec les parents pour créer les conditions meilleures pour les élèves. Et on veut mettre en évidence les exigences des professeurs, des chefs d'établissement. Par exemple, en faisant présent ces exigences face au gouvernement. On a toute une série d'instruments avec lesquels on fait progresser la nécessité de faire face à des nécessités même au niveau psychologique, au niveau de la santé. Mais on travaille aussi en soutenant la foi de nos familles et de nos élèves. Donc nous, on a au centre de notre attention le travail des pédagogiques et on essaie de respecter les exigences de nos élèves, qui sont les mêmes, par exemple, des nécessités de votre société. Parce que ce sont les exigences de nos communautés qui sont, on les retrouve dans les élèves. Et cela garantit même le succès de nos élèves. Pour les faire progresser, pour faire progresser leurs capacités. Chaque élève doit être connu par nom. Il faut comprendre l'histoire de chaque élève, comprendre les relations avec la famille. Parce que tout ça fait partie du parcours
qui amène l'élève à avoir un certain comportement et un certain comportement même à l'école et sa relation avec le succès aussi. Et de cette manière, rendre plus forte notre communauté aussi. Merci. Sœur Teuta Buca est née à Scutari en Albanie, dans une famille pauvre, persécutée par le régime communiste, comme elle l'écrit dans son propre parcours. En 1991, tout de suite après la chute du communisme, elle fait la connaissance du charisme salésien et elle répond à l'appel de Dieu en devenant sœur salésienne et en commençant à consacrer sa vie tout entière à l'éducation des jeunes. Elle a été directrice du lycée Maria Mazzarello et de l'aumônerie de Scutari, sa ville d'origine, et actuellement, elle est directrice du centre Maria Mazzarello à Tirana. Depuis 2010, elle coordonne au plan national la Commission nationale pour l'éducation catholique, qui regroupe un réseau d'environ 60 écoles de tout niveau. Son parcours d'études académiques s'est enrichi dans le domaine de la spiritualité, de la pédagogie et de la gestion des communautés éducatives. Je lui demande, en tenant compte du fait que dans sa biographie, elle écrit « Ce que j'apprécie le plus particulièrement dans ma vie, c'est le contact quotidien avec les enfants et les jeunes de différents âges et avec mes collègues. Pour moi, cela a été la meilleure école de loin. » Alors, Sœur Teuta, quelles racines a ta passion et comment s'exprime en Albanie la demande de vérité, d'attention et d'éducation des jeunes? Merci. Merci pour cette magnifique opportunité. C'est un honneur et je me sens vraiment accueillie dans cet environnement que je ne connaissais pas, si ce n'est à distance, à travers les médias, lorsqu'il y avait le meeting de Rimini. Et merci pour cette opportunité de partager simplement une expérience, même si elle est petite, mon expérience d'éducatrice consacrée. Dans les années 90, tout de suite après la chute du régime communiste, avec mes amis, nous nous sommes trouvés face à quelque chose de nouveau, inédit, avec l'opportunité de donner une vie à nos rêves que nous pensions ensevelis, parce que pendant la dictature, tout était préétabli et même les rêves étaient soigneusement conservés par le gouvernement et aucun ne pouvait émerger. À ce moment-là, nous avons eu cette opportunité de pouvoir donner vie à nos rêves. Et à ce moment-là, j'étais déjà étudiante. J'ai fait la connaissance des Salésiens avec un groupe de bénévoles qui étaient venus en Albanie. Et cette expérience de vie, de partage, de prière ensemble, de joie surtout, a fait grandir en moi cette inquiétude de me demander qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux répondre à autant de bonté. C'est comme si je pouvais associer, mettre ensemble différents aspects de ma vie et comprendre qu'il trouvait là une réponse. Et donc, en regardant comment il vivait ce charisme éducatif dans la simplicité et la joie, en donnant cette réponse et en me disant que je voulais moi aussi m'impliquer dans ce chemin, j'ai senti tout à coup se réaliser beaucoup de rêves. Et c'est ainsi que je me suis aventurée dans ce chemin qui a duré longtemps. Je n'étais qu'au début. Et ma vocation religieuse et éducative, je peux dire que c'est la même chose. Donc être religieuse et être éducatrice, pour moi, ça signifiait être avec les jeunes et petit à petit comprendre avec eux comment donner vie à leurs rêves qui étaient aussi les miens. Comme le soulignait tout à l'heure Ezio, ils ont été ma meilleure école. Les jeunes ont été ma meilleure école parce que par leurs exigences, par leurs prétentions, entre guillemets, qui prétendaient de moi que je sois éducatrice. À l'époque, je n'avais pas 50 ans. Et donc pour moi, ils ont été une école
parce que face à leurs besoins, j'ai appris moi aussi à comprendre vraiment ce que signifie être éducatrice. Cela veut dire être aux côtés des autres, être en silence, être en prière. Ça veut dire se sentir humilié parce qu'on n'a pas toujours de réponse et on ne sait pas toujours répondre. Tout cela a été et est encore, grâce à Dieu, parce qu'ils sont là, ma meilleure école. Les jeunes changent, c'est vrai, mais les jeunes en même temps restent les mêmes. Ils changent parce que la vie change, les exigences changent, les possibilités aussi. Mais en même temps, tout jeune porte en lui ce désir de bien, cet horizon de valeur, ce désir de vérité. Et la seule chose que je vois maintenant, c'est que nos jeunes aujourd'hui ne trouvent pas toujours des adultes importants, qui ont du sens et qui se prennent la responsabilité de les accompagner dans le chemin de la vie. Je voulais surtout me référer à mon expérience en Albanie. Nous, adultes, moi y compris, nous n'avons pas eu le temps peut-être de réfléchir et de cerner quels avaient été nos vrais parcours. Parce qu'en passant d'une situation de dictature, après une situation de dictature, nous nous sommes lancés dans la réalisation de nos rêves sans métaboliser le chemin que nous avions parcouru. Et donc, c'est peut-être plus difficile pour nous d'être proches des jeunes qui nous entourent. Donc, c'est plutôt l'adulte qui est en crise aujourd'hui et non la jeunesse. Et nous devons apprendre des jeunes et apprendre aussi à faire confiance à leur ingénuité et à leur capacité de rêver largement et ne pas voir en cela des obstacles. Donc cette crise de l'adulte, qui en Albanie signifie aussi un manque de réflexion, je pense qu'on trouve aujourd'hui beaucoup d'adultes dans le monde qui essayent un peu de conserver pour eux certains privilèges, si on peut dire ainsi, en ayant du mal à faire confiance à la créativité des jeunes. Et en ce sens, je dis que les jeunes d'hier sont semblables aux jeunes d'aujourd'hui. Et nous pouvons peut-être mieux jouer notre propre rôle. J'introduis mon ami Hans, qui est né dans l'État de New York, de parents hollandais. Il a fréquenté le lycée aux États-Unis. Il est diplômé en lettres classiques à l'université St. Andrews en Écosse. Et il a commencé la carrière scolaire d'abord en tant qu'enseignant et puis comme chef d'établissement dans certaines écoles catholiques en Amérique et ensuite à Liverpool, où il dirige aujourd'hui le prestigieux Liverpool College, l'un des établissements les plus anciens de la ville. En 2015, il a réussi à convertir le statut du collège en le faisant passer d'école indépendante à académie. Et c'est un modèle d'école au Royaume-Uni qui est financé par des fonds publics, ce qui a permis de rendre gratuit l'accès à cette académie, qui est une formation d'excellence. Au Royaume-Uni, normalement, seuls les enfants des classes les plus élevées peuvent accéder à ce type d'école. Et c'est une opération assez incroyable qui a fait dire à un ministre du gouvernement Blair et Brown que c'était peut-être la plus grande brèche dans le mur de Berlin qui sépare le secteur privé et public de l'instruction au Royaume-Uni. Il a rencontré par hasard le charisme de Don Giussani. Il a dévoré le risque éducatif. Il a été foudroyé, comme il va nous le raconter. Et cela lui a permis de retrouver les raisons de sa foi et de reconvertir toute l'organisation de son établissement. Il a écrit une biographie pendant le confinement, alors qu'il dit qu'il n'avait pas grand-chose à faire, qui s'appelle « Confession d'un chef d'établissement ».
Et dans ce livre, il réfléchit à son rôle de chef d'établissement à la lumière du risque éducatif. Donc la question que je lui pose, c'est quelles sont les découvertes que tu as faites, Hans, et qu'est-ce qu'a suscité en toi la rencontre avec le risque éducatif? Merci beaucoup. Je dois dire que cette expérience avec vous tous est vraiment extraordinaire. Et vous regardez simplement, si vous m'aviez demandé où était Rimini il y a 2 ans, j'aurais probablement mis mon doigt sur la Sicile. Et si on m'avait parlé du père Luigi Giussani, de Communion et Libération, j'aurais probablement pensé que c'était qu'on parlait de bien autre chose. Pour moi, être ici, 2 ans après avoir entendu pour la première fois son nom, c'est un petit miracle. Je suis directeur du Liverpool College, une école qui a 180 ans, avec 1700 élèves, 250 employés, des enseignants jusqu'aux autres personnels. Et comme l'a expliqué Ezio, depuis 2012, nous avons des élèves qui peuvent venir de toutes les classes sociales. C'est donc une école qui n'a pas d'orientation religieuse spécifique. Moi, j'aime dire que mes élèves musulmans sont les seuls qui croient en Dieu. Pendant le confinement, je me suis sentie perdue parce que pendant 24 ans, j'avais assumé le rôle de chef d'établissement et je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai commencé à naviguer sur YouTube et je suis tombée sur une vidéo du père Albacete dont j'avais entendu parler au moment du 11 septembre et qui parlait de la religion. Et il y a une phrase dans cette longue vidéo qui m'a touchée où il citait Don Luigi Giussani. Alors j'ai acheté le livre, Le risque éducatif, et j'ai été foudroyée. Vraiment, c'était vraiment un coup de foudre. Donc, sur le plan personnel, j'ai trouvé une anatomie détaillée qui analysait mon désir par rapport au monde de l'éducation. Une explication de tout ce que j'avais toujours voulu, tout ce à quoi j'avais toujours cru et pour lequel j'avais travaillé. Je n'étais jamais réussi à expliquer tout cela par des mots. J'ai lu aussi sa biographie de 1400 pages. Certaines parties ont peut-être été un peu difficiles, il faut que je l'avoue. Et puis j'ai commencé à dévorer toutes les lectures que je pouvais sur lui et à lire tout ce qu'il avait dit et écrit sur l'éducation. Et il faut dire qu'il avait compris, même dans la traduction, il arrivait à saisir, j'arrivais à saisir sa passion pour l'homme, pour les personnes, pour la liberté. Et cela m'a fait comprendre mieux ce que j'avais fait jusqu'à ce moment-là. Et ça m'a fait comprendre aussi dans quelle direction il fallait que j'aille par la suite. Et c'est ainsi que
j'ai mis à la poubelle tout ce que j'avais fait jusqu'à ce moment-là, tout ce que le gouvernement m'avait indiqué comme directive par rapport à l'éducation. Et en particulier, j'ai découvert 3 choses. La totalité dans l'éducation, c'est-à-dire l'idée que l'éducation est littéralement quelque chose qui concerne tout. Je le savais déjà d'une certaine manière, mais je travaillais à l'intérieur d'un système qui avait systématiquement éliminé, par exemple, tout ce qui n'était pas mesurable et tout ce qui n'était pas scientifique. Je travaillais dans un cauchemar positiviste, une sorte d'usine à fabriquer des cauchemars positivistes. La deuxième chose, c'est l'accent que Giussani mettait sur la nécessité de formuler aussi des hypothèses sur cette totalité, dans le sens que pour pouvoir éduquer, il faut bien aussi éduquer sur des thèmes desquels on peut parler, réfléchir. Donc des thèmes pour lesquels on peut être pour ou contre. Je crois que mon école n'avait jamais adopté une telle approche jusqu'à ce moment-là. Et je pouvais voir combien cette attitude, cette vision, celle dont j'avais hérité pouvait être dangereuse pour les résultats. Et puis la liberté, en troisième point, le risque de la liberté. Comprendre, enseigner aux enfants déjà ce qu'est la liberté, vraiment. Donc ce n'est pas un permis pour faire tout ce qu'on veut, mais une réponse à notre propre humanité par rapport aux autres et par rapport à la réalité. Personnellement, ça a été l'effet des paroles de Don Giussani sur moi. Mais qu'est-ce qui a changé ensuite dans l'école? La première chose importante, c'est que je suis devenue membre de la communauté de Communion Libération au nord-ouest de l'Angleterre. Et j'ai beaucoup appris aussi de l'excellente nourriture italienne. Et j'ai noué aussi une amitié qui m'a soutenue et encouragée pendant que de l'autre côté, j'essayais de changer des choses à l'école. Et puis, j'ai écrit 2 livres qui ont été cités par Ezio. J'ai totalement réécrit aussi mon manuel d'études religieuses. Nous avons fondé aussi une maison d'édition et nous avons créé un podcast qui s'appelle « Imagination dans l'éducation ». Et sans le citer, nous avons commencé à parler de ce que des personnes pensent des paroles de Don Giussani, sans le citer. Je lui dois des droits d'auteur. Puis nous avons modifié aussi les rythmes de l'enseignement dans l'école. Donc nous avons essayé de donner aussi plus de temps à la réflexion. Donc l'emploi du temps a été changé aussi. Nous avons aussi réécrit l'approche philosophique de l'école. Et là aussi, nous ne citons pas Don Giussani. Mais si vous pouviez le lire, si Don Giussani pouvait lire ce que nous avons écrit, il demanderait certainement des droits d'auteur. Je vous l'assure, parce que ça a été vraiment une tentative concrète de réintroduire ces idées dans un contexte qui n'est pas catholique, dans l'école britannique. Voilà seulement quelques points généraux.
Mais le plus important, c'est qu'il a changé mon regard sur mes collègues et sur mes élèves. Bella. Luciana, Luciana, en 2020, le pape a lancé le pacte global pour l'éducation, le pape François. Et il a écrit « Plus que jamais, nous avons besoin d'unir nos efforts dans une large alliance éducative pour former des personnes mûres, capables de dépasser les fragmentations et les oppositions et reconstruire le tissu de relations pour une humanité plus fraternelle. » Qu'est-ce que cette affirmation te dit à toi, à ton expérience, à ton association, à vous qui êtes engagés pour soutenir et organiser des réalités éducatives? Et comment cela a changé aussi ta responsabilité de coordinatrice à la lumière de ces indications du pape? Le fait d'être un guide est compliqué. Le fait de mettre mes nécessités derrière celles des autres, et l'idée que si je suis un leader, mon succès est mesuré en rapport à votre succès. Et mon travail veut dire de créer les conditions pour vous permettre de rejoindre votre succès. Et si on pense à ça, en tant que chef d'établissement, et si on pense à tout ça du point de vue d'un collègue, d'un élève, d'un parent, alors les possibilités deviennent vraiment infinies. J'ai pensé à le thème de la passion pour l'homme. Et si on change un petit peu ces concepts, et si on pense plutôt à la passion pour celui qui apprend, alors moi, je suis une personne qui apprend. Et vous les êtes pour vos enfants. Et si on met ces personnes au centre de ce qu'on fait, alors on a une grande transformation. Et en Ontario, c'est là ce qui s'est passé dans les écoles. Parce que quand l'élève devient le centre de tout ce qu'on fait, alors tout devient possible. Parce que les relations deviennent plus fortes et la communauté est créée. Alors on comprend plus l'autre, on l'écoute, on le regarde de manière différente. Et je peux utiliser mes énergies pour garantir leur succès. On a beaucoup de savants qui nous ont aidés en Ontario, par exemple, des personnes comme Michael Follen, Andy Hargraves, Stephen Katz. Ce sont des gens sur lesquels on s'est appuyé pour notre travail. Ils ont souligné la nécessité de s'adresser à la recherche et à des pratiques pour devenir des leaders informés. Et pour changer, modeler le travail qu'on fait en classe. Et de ce point de vue, donc le fait de passer à notre travail sur la base des résultats pour les élèves et de l'amélioration de l'école à travers un processus formel qui permet à tout le monde de participer a été vraiment le grand changement, une grande transformation. On a un grand succès donc en Ontario. On a essayé d'évaluer les exigences des élèves et en progressant un plan qui puisse faire face à ces nécessités à travers des aspects pédagogiques et stratégiques qui sont basés sur des aspects concrets et non pas sur des hypothèses. Et grâce à ces plans, on a vraiment un grand travail qu'il faut faire. Mais cela exige une collaboration avec les collègues aussi et avec les chefs d'établissement. En tant que chef d'établissement, je mets à côté le titre et je reste avec les élèves et avec les collègues pour les soutenir et pour garantir leur succès. Et dans la phase d'actuation de ce plan, on essaie de tenir en compte
les défis pour rejoindre le succès. Et donc là où on a des défis, on essaye d'avoir des stratégies pour les dépasser et pour actualiser sur notre projet aussi. Et on a évalué le succès de notre plan. Et de cette manière, on a aussi des renforcements des amitiés et des relations. Mais après, le processus doit recommencer à nouveau. Il faut évaluer à nouveau les nécessités, développer un plan, le mettre en pratique, le voir à nouveau et après faire une évaluation finale. Et donc, en tant que chef d'établissement, j'ai vu vraiment une amélioration dans les résultats des élèves. Et là où j'ai regardé aussi les aspects liés au contexte familial, à l'ethnie, au contexte social des élèves, on a rejoint l'objectif de combler au moins dans partie les différences. Et si je pense à l'Ontario d'aujourd'hui, le défi le plus grand concerne vraiment l'aspect d'inclusion et de la diversité. Et les données démontrent que les élèves, surtout les Noirs, les indigènes, ils restent un peu en arrière, ils sont laissés en arrière. Ce problème existe et donc mon travail en tant que leader, que chef d'établissement et en tant aussi que chef de tous les chefs d'établissement catholiques, c'est basé sur une réflexion qui permet d'avoir une conscience majeure pour être plus conscient de la manière dans laquelle notre travail est accompli. Et cela nous permet de mieux comprendre la réalité et de comment elle est perçue, par exemple, de ceux qui ont moins de privilèges que nous. Moi, je suis en Ontario, j'ai des privilèges qui puissent être des avantages pour des autres. Si on considère tout ça du point de vue du leadership, donc il est vraiment important de travailler d'une manière différente et de mettre au centre de notre passion l'attention des élèves et pour mettre toujours les élèves au centre de ce qu'on fait. Si je pense à Michael Pollan, je pense que les 6 compétences dont il parle sont vraiment importantes. Elles nous ont toujours guidés dans notre expérience en Ontario. Lui, il tient compte des aspects comme les caractères et l'aspect moral. En tant qu'éducateur catholique, cela est vraiment important. On sait vraiment très bien qu'est-ce que c'est que la morale et quels sont les principes moraux de notre travail. Il parle aussi du fait qu'il faut travailler au-delà de nous-mêmes. Il faut garantir un avantage et la collaboration aussi. Je pense que personne de vous n'est pas conscient de l'importance de la collaboration. Surtout parce que les exigences sont toujours plus grandes. Donc le fait de travailler ensemble est vraiment la seule manière d'avoir un succès et de pouvoir encore espérer. On a fait beaucoup de fautes plusieurs fois parce que la collaboration n'a pas marché. Et donc le fait de pouvoir bien communiquer pour créer des relations, pour arriver aussi à ceux qui ont des avantages, est important. En 2022, nous ne pouvons pas nous faire confiance à ce que propagent la télévision et les réseaux sociaux. Il faut développer un esprit critique pour garantir que nous travaillons vraiment pour le bien commun, pour créer cette société que le Christ voudrait que nous vivions et qui nous permette de mettre en pratique les principes de notre foi.
Hans. Hans a écrit un autre livre qui s'intitule Full Life Letters to My Students, dans lequel il rassemble tous les conseils qu'au fil des ans, il a donnés à des parents et à des élèves avant de rencontrer la pensée de Giussani, et il explique quand et comment il s'est trompé et où, sans s'en rendre compte, il a dit ce qu'il y a de juste. C'est original, n'est-ce pas? Il y a le thème de l'erreur, du bien qu'on veut faire, comment en tant qu'enseignant et en tant que chef d'établissement vis-à-vis de l'élève, l'aspect éducatif et l'aspect du regard. Parce que quelqu'un qui se confesse, ça signifie qu'il a retrouvé un regard sur lui, mais en confrontation avec un autre. Alors Hans, tu as cité le thème du regard. Est-ce que tu peux approfondir cette question de l'erreur et ce qu'est le bien d'un point de vue éducatif? Lorsque je pense à ce que les chefs d'établissement essayent de faire, je pense toujours à une citation du poète Eliot. Il n'est pas aussi doué que Leopardi, mais il est pas mal quand même aussi. Et Eliot dit, l'homme Alors, je pourrais, dans cette citation, remplacer le mot « homme » par le chef d'établissement. Le chef d'établissement s'efforce constamment de fuir l'obscurité de l'intérieur et de l'extérieur en imaginant des systèmes si parfaits que plus personne n'aurait besoin d'être bon. Voilà, j'ai passé des journées à réfléchir à des manières toujours meilleures de contrôler mes élèves. Mais ce qui est dit ici n'est pas possible. Et je crois que ma rencontre avec Don Giussani a été aussi un moment de reconnaissance par rapport à l'utilité. Les chefs d'établissement sont des êtres humains. Et donc, ils essayent pratiquement d'éliminer le risque afférent à la liberté. Et je vois cette tendance qui est encore enracinée aujourd'hui dans la pratique éducative, et encore plus particulièrement en Grande-Bretagne. Et on considère, on en a déjà parlé, le Protagoras de Platon en parlait déjà, qu'on peut enseigner aux personnes à être bonnes. Et il y a des personnes qui travaillent dans le secteur de l'éducation et qui pensent qu'il faut apprendre aux enfants comment être bons et que cela les rendra bons. Mais pensez à votre expérience et pensons à ce que nous apprend Don Giussani. Cela ne fonctionne pas comme cela. Ce sont des paroles au vent. Dans ce cas, la seule chose qu'on obtient, c'est un moralisme ou des formes d'activisme ou des études et des résultats superficiels. La seule chose qui a jamais fonctionné dans les écoles, de fait, c'est le regard d'une personne qui m'aime, qui s'adresse à mon humanité, à ma liberté. Et qui me montre la possibilité d'une relation. Alors, en rencontrant l'autre, la personne,
avec une personne qui montre cela et qui me montre surtout l'importance d'un point de vue transcendantal et la bonté, l'affection. C'est comme cela que je me réveille. Et alors, en réveillant mon affectivité, je suis effectivement prêt à écouter et à apprendre. Et alors, je suis prêt à grandir. Voilà ce qu'est l'éducation. Malheureusement, je ne sais pas si c'est la même chose en Italie, mais au Royaume-Uni, malheureusement, on essaye encore de développer une approche qui essaye d'apprendre à être bon. Et c'est une approche qui est très, très répandue. J'espère que mes élèves ne trouveront pas cela sur YouTube, mais je ne peux pas ne pas le dire. Parce que cette approche ne fera pas d'eux des êtres bons. C'est le regard d'amour, l'amour pour la liberté de l'autre, l'amour qui fait qu'on veut le bien pour l'autre. Donc il faut permettre à l'enseignant d'éduquer à cela et de parler de cela. Essayez de penser à votre éducation, que vous soyez des parents ou des enseignants. C'est la beauté de ce regard, de cet amour, de ce soin qui vous ont inspiré et qui vous ont permis d'apprendre et de développer la confiance dans vos propres capacités. Parce qu'on ne peut apprendre que lorsque on est sûr qu'on en tirera quelque chose de positif. Et pensez aux enfants. Les enfants peuvent avoir des certitudes seulement si cela naît d'un amour positif. De manière implicite, intuitive, et à travers mon expérience personnelle, je savais déjà que ce type d'attitude était efficace dans l'éducation, parce que c'est la seule chose qui avait jamais fonctionné dans toutes les écoles où j'avais travaillé, c'était ce type de relation. Mais jamais je n'en avais entendu parler, personne n'en parlait. Il y avait beaucoup de systèmes, de théories, des idéologies en fait. Et on ne prenait jamais de temps suffisant ou l'honnêteté suffisante pour se concentrer sur cette condition sine qua non. Mais Don Giussani a réussi, à mon avis, à rendre explicite pour moi, mais aussi pour mes collègues, et par le lexique utilisé dans les écoles, ce qui n'a jamais été explicite dans les écoles, ou du moins pas au Royaume-Uni. D'autre part, on a réussi aussi à trouver un aspect communautaire dans ce regard, parce que lorsque j'arrive à voir que mon collègue a ce regard devient une source d'explication pour moi, et cela crée une cohésion dans une école, et ça la fait avancer. Mais pour reconnaître tout cela, il faut en parler, et il faut dire « Moi, je vois ton regard. Je reconnais cela en toi. » Et c'est cela qui peut faire d'une école une grande école. Mais c'est très difficile. Parce qu'il n'y a pas de manuel ou de mode d'emploi. Alors, si on faisait lire Don Giussani à tout le monde, mais peut-être que certains diraient « Et alors ?» Mais croyez-moi, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut commencer de là. Grazie.
Merci pour l'efficace existentielle et pour l'intelligence avec laquelle tu nous as ramenés à ce regard. La sœur Teuta est organisatrice d'événements. Elle est une vraie sœur. Des moments de réflexion pour tous, pour les élèves, les familles, les adultes, des réseaux, des écoles catholiques, desquelles elle est présidente auprès du ministère de l'Instruction en Albanie. Mais elle est aussi représentante en Albanie du point de vue officiel dans l'Organisation internationale de l'éducation catholique et dans la Commission européenne pour l'éducation catholique. Et avec son expérience internationale et européenne, je lui demande quels défis dans le milieu éducatif vous voyez même dans les milieux internationaux et quelle passion éducative pousse des hommes et des femmes à l'égard des jeunes. Et si on reprend le thème d'être adulte, des adultes, est-ce qu'il existe une possibilité que les nouvelles générations puissent rencontrer ces adultes significatifs et puissent être fascinés d'une nouvelle vie, et donc d'un regard plus international, mais à partir de l'Albanie? Je vais partir du pacte éducatif global, dans lequel le pape a envoyé 7 invitations sur lesquelles on peut tous se retrouver. Et l'un de ces points qui concerne les défis éducatifs et qu'il appelle une catastrophe éducative, il invite la famille. Il dit qu'il faut voir dans la famille le premier indispensable sujet éducatif. Je dirais que le pape a centré en particulier ici le point. Certainement, il y a beaucoup de défis éducatifs aujourd'hui. Le défi, par exemple, de la technologie. Et pour le fait de se développer de manière si rapide, elle nous tracine sur les adultes et les jeunes dans une progression qui après les fait souffrir. Et les médias, par exemple, le fait donc de se distraire continuellement du savoir, mais les points en commun est surtout le fait de se distraire, se détacher de la famille concernant l'éducation. Et pourquoi, d'après moi, le pape nous invite à ça? Je veux dire que la famille, elle a besoin vraiment d'agences éducatives et publiques pour accompagner les enfants dans l'éducation. Ça, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que l'éducation doit remplacer ce que la famille est appelée à faire. Et c'est le droit de la famille de s'occuper de ça. Et dans ce sens, pour certaines stratégies, on trouve des offres éducatives qui essayent de rendre unique l'offre éducative. Et pour moi, il s'agit du majeur défi, c'est-à-dire de rendre publique l'éducation. Comme si l'offre éducative puisse être le seul point le point d'aide. Je pense que c'est pas vrai, c'est pas ça. Il suffit de penser à l'exigence que cela soit la seule chose. Et pour l'Albanie, par exemple, c'est un discours que on ne se voit pas, on ne pense pas trop à ça, parce qu'on est habitué à un système qui n'est pas toujours quelque chose de positif, parce qu'en Albanie, par exemple, on a une dictature, un régime. Et donc, tout ce qui est public, qui vient de l'État, semble être hors, donc positif, mais ce n'est pas toujours comme ça. Et
Quindi voglio anche. Je veux inviter tous les parents qui doivent être ici à relever ce défi, à prendre en main leurs responsabilités de parents et à dialoguer avec l'État sur la proposition, sur le contenu de la proposition éducative. Et en tant que représentante des écoles catholiques, je vois ici un défi de notre part de commencer à exister pour faire la différence. Non pas pour dire que nous sommes la seule proposition complète, mais être là veut dire faire dialoguer les propositions, y compris publiques, sur la vision de l'homme, sur l'espace laissé à la transcendance, sur les relations vraies dans une école. Donc je crois et je vois, et nos amis de la Commission européenne nous le disent aussi, que ce n'est peut-être pas seulement le défi de l'Albanie, mais de tous les pays. Les processus de renouvellement. En parlant avec Ezio, nous avons discuté de ce qu'il valait la peine de partager ensemble. J'ai réfléchi à l'expérience éducative de nos jeunes en Albanie. C'est une expérience petite parce que elle concerne là où je me trouve. Mais les jeunes, à chaque fois que nous parlons de l'école, je les trouve toujours découragés. Et quand je dis école, je dis l'instance éducative principale. Elle n'est pas la seule. Qu'est-ce qui fait mal aux jeunes dans l'éducation qu'ils reçoivent? La première chose dont ils parlent, c'est l'évaluation. Ils disent nous ne sommes pas des chiffres. Je vois des jeunes qui applaudissent. Ils se sentent mesurés dans ces standards, dans ces tests standards qui sont toujours moins personnalisés, toujours plus informatisés. Et cela ne les laisse pas s'exprimer pour ce qu'ils savent et ce qu'ils font. Et puis un détachement affectif par rapport aux enseignants, comme s'ils étaient découragés. Peut-être que les enseignants ne sont pas motivés, sans doute pas par le salaire. Il y a peut-être beaucoup de raisons à cela, mais les jeunes les sentent distants. Et surtout, ceux qui les valorisent, ils se sentent souvent instrumentalisés parce qu'ils font de leur succès, les succès des élèves, leur succès à eux, enseignants. Donc c'est encore pire. Alors je leur ai demandé, mais quelle est l'école de vos rêves? J'imaginais la technologie, le cooperative learning, qui sont toujours positives et que j'estime beaucoup. Mais eux m'ont dit, nous voudrions un contexte éducatif où on peut grandir avec des personnes qui tiennent à nous. Donc ils ont découvert l'eau chaude en quelque sorte, parce que c'est depuis toujours le rêve des jeunes. Ils ont besoin d'éducateurs vrais qui s'impliquent. Pas des éducateurs parfaits pour autant. Il n'y a pas d'éducateurs parfaits, mais des éducateurs qui avancent avec les jeunes et qui misent sur eux. Et surtout le courage de notre part en tant qu'éducateur de connaître ces jeunes concrets, pas les jeunes que nous connaissons dans les livres ou que nous avons connus il y a 10 ans, mais ces jeunes concrets, ces visages, ils nous servent de miroir dans le sens positif du terme, d'examen de conscience pour ajuster le tir de nos erreurs, comme on me le disait aussi tout à l'heure. On parlait de l'espérance et de l'espérance éducative. Et le pape aussi, dans le pacte éducatif global, dit cela. Éduquer, c'est toujours un acte d'espérance. Et il cite l'éducation parce que dans chaque éducateur et dans chaque jeune, il y a quelque chose d'inédit, et il y a quelque chose d'inédit aussi dans la situation que nous vivons, et puis dans la présence de l'Esprit Saint. Et cette foi en la présence de l'Esprit, aussi bien pour nous éducateurs, mais nous ne sommes pas les seuls à être habités de l'Esprit Saint qui nous suggère quel parcours emprunter.
qui nous encouragent à ne pas nous décourager. Mais les jeunes aussi sont habités par l'Esprit Saint. Eux aussi ont des réponses concrètes, géniales. Et bien souvent, nous revenons toujours sur les mêmes problèmes sans impliquer les jeunes. Mais ça, c'est mauvais parce que c'est comme si on donnait des réponses vieilles, anciennes, à des problèmes nouveaux. Et ce sont des réponses déjà données, redonnées, et qui, il y a 10 ans, 20 ans, ont peut-être porté des résultats, mais qui ne vont peut-être plus en porter aujourd'hui. Donc je crois qu'avoir cette sagesse, foi et confiance, au sens de faire confiance aux jeunes eux-mêmes, pour trouver la solution et la bonne implication dans leur éducation, je crois que cela fait partie aussi de l'espérance que nous voulons développer tous ensemble. Voilà. Abbiamo ancora qualche minuto. On a encore quelques minutes, donc il y en a une autre question hors programme. C'est ma question qui est née maintenant en vous écoutant. Et en écoutant l'exemple des 3 adultes. Il est vraiment rare de trouver des adultes comme ça qui sont conscients, humbles et attentifs. Ils sont capables de reconstruire à partir de ce qui existe et non pas à partir d'une idée de perfection. Donc à partir de l'école, des élèves et la propre organisation. Donc je vous pose cette question. On a 1 minute par chacun. C'est une question plutôt de profondité. Qu'est-ce qui donne du goût, de la consistance et de la vigueur à votre vie personnelle? Et quelle est la raison de votre consacration aux élèves? Je pense que cela soit une question qu'on ne peut pas poser, parce que la richesse et l'intelligence, le goût avec lequel vous avez parlé indiquent le fait qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Je voudrais vous poser cette question. Qu'est-ce qui donne vraiment du goût à votre vie? Et quelle est la raison ultime pour laquelle vous continuez à vous consacrer à ce monde particulier de l'école et de l'éducation? Je ne sais pas qui veut commencer. Ok, Luciana. La famille. La famille biologique et la famille scolaire. Parce qu'en fin de compte, quand on s'implique avec l'amour qu'il y a entre une mère et son fils, entre petits-enfants, entre parents. Oh là, je suis en train de parler en italien et pas en anglais, excusez-moi. Je viens de m'en rendre compte. C'est un bon signe. La famille du meeting est contente. Ce point de la famille, se rendre compte que ce que je peux offrir aux autres peut apporter des conditions meilleures à tout le monde. Cela, ça me donne vie. Et ce point de vue, je le transmets à mes enfants et maintenant à mes petits-enfants. Et quand j'ai été enseignante, à mes élèves, et quand j'étais directrice, à mes collègues, et aussi maintenant dans ma responsabilité provinciale, j'essaye de faire la même chose. Sœur Théota? J'ai toujours vécu ma vie d'éducatrice en lien avec ma consécration. Donc je trouve que c'est une réponse pour faire jouer mon rôle dans ce magnifique chemin de croissance des jeunes qui m'apporte une joie immense. Voir des jeunes avancer de leur propre chef, faire des choix parce qu'ils sont convaincus et surtout devenir des personnes capables de fraternité et de ne pas penser à eux-mêmes. Et ça me donne une joie immense et ça me fait repartir toujours à nouveau.
il y a un désir intrinsèque et une sorte d'émotion vibrante quand je me trouve avec les jeunes, que ce soit mes enfants ou les jeunes à l'école, ou d'autres jeunes que je connais. Voir leur joie, les voir grandir, se développer, vivre, et voir qu'ils deviennent conscients de leur humanité, de leur dignité. Et de leur capacité à créer un nouveau monde. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais de mauvaise journée à l'école. Parce que l'histoire n'est pas une trajectoire, une ligne droite. C'est l'histoire dont j'ai besoin. J'ai besoin d'eux autant qu'ils ont besoin de moi. Parce que être avec eux, ça m'inspire, cela me donne de l'espoir et cela fait de moi ce que je suis. Merci. Merci pour cette émotion vibrante que vous nous avez transmise aujourd'hui et pour les nombreux points de réflexion intelligents, d'action et de reprise pour nous. Nous qui sommes éducateurs, enseignants, chefs d'établissement, parents, et dont nous allons tirer un des enseignements. L'éducation, c'est rendre explicite ce qui est implicite. Et je crois que c'est ce que nous avons vu aujourd'hui de manière toute particulièrement claire. Donc merci aussi au public qui nous a suivis. Je vous rappelle que le meeting est un événement qu'il faut soutenir par la contribution de tous. Depuis toujours, c'est un lieu de culture et chacun peut y contribuer et faire contribuer à cette histoire. Partout dans le parc des expositions, vous trouvez des stands Dona Ora avec un cœur rouge. Les dons pour le meeting ne peuvent se faire qu'à ces emplacements consacrés. Vous les reconnaîtrez aux bénévoles avec leur t-shirt rouge. Et depuis cette année, en Italie, les bienfaiteurs du meeting peuvent bénéficier de réductions fiscales au moment de leur déclaration d'impôt. Soutenons le meeting parce qu'il nous permet des rencontres aussi importantes. Merci. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.
l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido. Perché l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido.